Laisse béton! Dans cet épisode, vous allez découvrir un établissement d'enseignement supérieur d'un genre nouveau. Si c'est nouveau, c'est forcément à Paris, à Lyon, voire à Saclay, me direz-vous. Eh bien non, chers auditeurs, je vous emmène à Tramail, un village de Saône-et-Loire d'1 millier d'habitants. L'ambition de l'Institut de Tramail est de former des hommes et des femmes complets, en abattant les frontières entre la formation aux métiers manuels et les formations universitaires classiques. Valentin Bertron, l'un des cofondateurs de l'Institut, fait partie de ces gens qui sont convaincus que les territoires ruraux sont porteurs de solutions aux défis que l'on connaît déjà. Il nous explique dans cet épisode comment est né cet établissement alternatif et en décrit le fonctionnement. C'est certes un projet ambitieux, mais tellement porteur de sens qu'il donne envie de retourner sur les bancs de l'école. Je suis Amélie Dague, bienvenue dans Laisse béton et bonne écoute. Bonjour Amélie. Bonjour Valentin, merci d'accepter de répondre à mes questions. Vous êtes le cofondateur de l'Institut de Tramail. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qu'est cet endroit ? Alors, l'Institut de Tramail, c'est un établissement d'enseignement supérieur d'un genre un petit peu nouveau, qui est sous forme associative et qui est donc installé, comme son nom l'indique, à Tramail, en Saône-et-Loire, dans un petit village de 1000 habitants de la région du Clunisois. C'est un établissement d'un genre nouveau parce que déjà il est en milieu très rural, mais également parce que il tente d'abattre des frontières qui existent dans l'enseignement depuis fort longtemps, et en particulier celle de la séparation entre les métiers manuels et les formations plus universitaires dans les sciences humaines et sociales notamment. Donc c'est un lieu qui forme à 3 choses: à penser, œuvrer et entreprendre au service de la ruralité et du monde. C'est souvent comme ça qu'on résume les choses. Qu'est-ce qu'on entend par là ? En fait, c'est l'idée de l'Institut, c'est de former des hommes et des femmes complets qui sachent donc penser, c'est-à-dire avoir un esprit critique et avoir des capacités d'analyse critique des enjeux du monde par les sciences humaines et sociales, qui sachent œuvrer, c'est-à-dire faire quelque chose de leurs mains, que ce soit construire une charpente, que ce soit cuisiner, que ce soit faire du pain, que ce soit élever des animaux ou cultiver un champ. Et enfin, qui sachent entreprendre, c'est-à-dire créer des projets nouveaux, créer des associations, créer des coopératives, créer des entreprises qui soient tournées vers l'utilité sociale, vers le bien commun, vers l'intérêt général, et notamment pour les milieux ruraux. Et la première session ou la première formation démarre à l'automne, là, c'est bien ça, 2022? Tout à fait. L'Institut de Tramail vise à former des jeunes et donc des gens recrutés à partir du baccalauréat. Ouais, c'est une formation qui dure combien de temps ? C'est une formation qui dure 3 ans et dont la première année peut être faite indépendamment des 2 autres. On voit la première année à l'Institut de Tramail aussi comme un temps d'orientation, de tests, de familiarisation avec les différents métiers manuels sur lesquels on pourrait se spécialiser lors de la 2e année. Et il y a beaucoup de sciences humaines et sociales dans cette première année. Tramail, c'est la commune sur laquelle vous êtes installé, c'est ça ? Tout à fait. À quoi ça ressemble ? Vous disiez que c'était très rural. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors, c'est très rural parce que c'est petit déjà, c'est une petite ville de 1089 habitants, je crois, au dernier recensement. Ouais. Et c'est une commune très rurale parce que elle n'est pas, je dirais, dans l'aire d'attraction directe d'une grande métropole. Disons que la vraie grande ville la plus proche, c'est Mâcon. Il y a 30 000 habitants et c'est à plus d'une demi-heure de route. Mmh. À quoi ça ressemble Tramail ? Après, c'est un village typique du Clunisois, du Haut-Clunisois, comme on dit en fait. Donc c'est cette partie de la région autour de Cluny qui est plutôt au sud et sur
les contreforts du Massif central, donc c'est un peu en altitude, on est entre 5 et 600 mètres d'altitude à Tramail. L'agriculture autour de Tramail et l'occupation des sols, c'est essentiellement de l'exploitation forestière, de l'élevage. Il y a un petit peu de maraîchage, mais relativement peu. Et il y a beaucoup d'artisans et de commerçants. Alors vous m'avez dit que avant de trouver votre emplacement, Tramail, vous aviez pour intention d'appeler cet institut l'école de la ruralité. En quoi, d'après vous, ce que vous cherchez à faire est une école de la ruralité? Alors pour 2 raisons. La première, c'est très simplement qu'on est une école post-bac en milieu rural. Ça, il y en a pas beaucoup. Mais bon, ce serait trop facile de dire juste ça. C'est aussi c'est la deuxième raison, donc la plus importante finalement, c'est de considérer que dans le monde qui va advenir et qui advient déjà, les territoires ruraux vont être amenés à avoir une place beaucoup plus importante parce qu'elles sont porteuses d'enjeux d'alimentation, de résilience, et pourtant elles sont tout à fait délaissées et plutôt mises à l'écart de la mondialisation, c'est plutôt les perdants de la mondialisation dans les espaces très ruraux. Alors que les espaces ruraux sont porteurs de solutions aux défis qu'on va connaître. Et donc il faut former des gens qui soient prêts, adaptés, qui soient, disons, les futurs citoyens d'un monde un peu moins merdique et qui passeraient par une vie plus rurale pour une grande partie de la population. Parlez-moi du cursus en lui-même, à quoi ça va ressembler? Alors, donc c'est un cursus qui se déroule en 3 années. La première année, elle est beaucoup axée sur les sciences humaines et sociales et sur la découverte des métiers manuels et de l'initiation à la gestion de projet. Donc l'idée, ça va être de découvrir la géographie, la sociologie, l'économie, avec des professeurs qui apportent une perspective critique sur ces matières, de faire des stages d'observation chez des artisans, chez des agriculteurs, d'aller dans nos ateliers, puisqu'on va avoir la chance d'avoir un plateau technique où les étudiants vont pouvoir travailler le bois, le métal. On a un jardin dans lequel il va pouvoir y avoir une culture maraîchère. Voilà, on a plein de partenaires qui sont prêts à venir témoigner ou donner des ateliers sur comment se déroule leur métier, à faire des formations. Donc ça, c'est pour la partie plus œuvrer. Et puis pour la partie entreprendre, sur la première année, on a une initiation à la gestion de projet où on demande aux étudiants de créer un projet de petite ampleur avec un budget pas trop gros pour aller chercher pas trop d'argent et puis faire un festival, organiser une collecte, organiser un voyage d'études, etc. Ça, c'est la première année. La deuxième année, elle est essentiellement dédiée à l'apprentissage d'un métier manuel. Et donc là, les étudiants sont en apprentissage, donc en entreprise la plupart du temps. D'accord. C'est une année qu'on fait en partenariat avec des MFR et des CFA du territoire, et donc qui est une année diplômante à l'issue de laquelle les étudiants ont un CAP, un bac pro ou un autre titre professionnel qui certifie de leurs compétences professionnelles manuelles, disons. Et enfin, une troisième année qui est plus centrée sur la partie entreprendre, et donc où il y a une année avec une promo, un projet de plus grande ampleur cette fois-ci, où on va par exemple créer une association, créer une activité économique, organiser un festival mais un peu plus gros avec sur plusieurs jours par exemple, enfin voilà, ce genre de choses. Pour le coup là, l'initiation à la gestion de projet se fait par la pédagogie active. C'est-à-dire qu'on va demander aux étudiants de créer un projet réel et concret, et qui va être à la fois une expérience humaine sympathique, mais en plus un objet pédagogique par lequel ils vont apprendre des tas de choses en fait. Alors j'ai bien compris que vous conjuguez, surtout dans la première année, des enseignements qui sont
différents, ou en tout cas dans le monde traditionnel qu'on dirait presque antinomique, c'est-à-dire des savoir-faire manuels et des savoir-faire plus intellectuels pour simplifier et schématiser. Mais au-delà de ça, en quoi l'enseignement que vous donnez est différent? Est-ce que vous enseignez les matières manuelles de façon différente? Comment ça se passe en fait? Ouais, c'est surtout dans le choix des intervenants en fait que ça se joue. Ouais. Et dans le message qu'ils portent, on a choisi avec beaucoup de précautions les enseignants en sciences humaines et sociales pour qu'ils aient une pédagogie un petit peu différente de ce qui peut se faire. Par exemple, on a un professeur qui propose de faire un cours en déambulation, en gros un cours en randonnée quoi dans la campagne Tramaillonne. Un autre qui va emmener ses étudiants pareil sur le terrain à Lyon d'abord pour une demi-journée, puis après le cours du lendemain à Tramail. Une troisième, Joël Zask, qui veut faire un cours au milieu de la place du village. Je pense aussi à Baptiste Milondo, qui est un professeur qui enseigne un cours d'économie et de justice sociale et qui le fait de manière extrêmement interactive avec plein d'outils où il y a de l'échange avec les étudiants qui en fait proposent une vision du monde, en discutent, débattent et lui il se pose un peu comme une ressource de cette discussion-là. Enfin voilà, c'est des professeurs que soit on connaît, soit qu'on connaît de proche en proche parce qu'on est tous formateurs, ou alors qu'on a eu ces profs-là nous-mêmes. Okay. Et donc voilà, ça c'est pour la partie pensée, d'autant que on a choisi aussi pas seulement sur la forme, mais aussi sur le fond, des gens qui parlent de sujets qui nous intéressent, et donc en particulier la ruralité par exemple. Donc on a Guillaume Faburel qui vient faire un cours sur la métropolisation du monde. On a Pierre Cornu qui est un historien de la ruralité qui va nous parler un petit peu des représentations du monde paysan. On a Lucille Pétavin qui va nous parler de l'histoire relationnelle du genre en milieu rural. Voilà, donc en fait c'est des thématiques qu'on trouve intéressantes. Sur la partie œuvrée, en fait, on a eu pour ambition de vraiment s'insérer dans le territoire et de rencontrer le plus possible d'artisans. Okay. Et donc on en a rencontré un très grand nombre. Et on sait qui travaille comment et on sait lequel va travailler d'une manière qu'on trouve intéressante et qui serait surtout pédagogue et qui serait prêt à prendre des stagiaires par exemple ou à être à disposition des étudiants quand ils ont une question. Et donc on se ferme aucune porte sur avec qui travailler en termes d'artisanat et d'agriculture, mais on est quand même attentif à ce que ce soit des gens qui travaillent dans le respect, disons, de la nature et des humains. Et qui travaillent, disons, aussi dans une optique un peu low-tech, pas avec des grosses machines. Voilà, comme je disais, nous, l'idée de notre institut, c'est aussi de préparer des citoyens à un monde qui advient. Si on leur apprend qu'à travailler avec des machines qui consomment du pétrole et de l'énergie dont on va devoir se passer dans 20-30 ans, c'est peut-être le pari est pas forcément gagnant, quoi. Et sur le troisième pilier, entreprendre, l'idée, là, c'est peut-être encore plus facile à voir. En fait, c'est nous, on veut que nos étudiants entreprennent dans un monde qui aussi, voilà, va être compliqué, va être plein de défis pas simples, et dans lequel la solidarité, la coopération, l'entraide vont être des valeurs importantes. Elles le sont déjà aujourd'hui, évidemment, hein, c'est pas la question, mais voilà, nous on veut enseigner aux étudiants à entreprendre dans une optique où l'activité est pérenne et viable, mais où le profit n'est pas un but. Quel accueil recevez-vous alors du territoire et des étudiants, enfin des lycéens que vous avez pu rencontrer, de leurs parents et même du monde pédagogique en général? Quel accueil avez-vous reçu ou recevez-vous aujourd'hui? Je vais commencer par Tramail. On a reçu un accueil beaucoup plus que chaleureux à Tramail. Vraiment, c'était presque surréaliste. Nous, on aime bien raconter notre première rencontre avec le maire, où on pensait vraiment qu'on allait devoir
entre guillemets vendre notre projet, dire mais allez, l'Institut de la ruralité, c'est vachement bien. Et puis en fait, on est arrivé devant la mairie avec un collègue et cofondateur. La secrétaire nous a dit il y a monsieur le maire et son équipe qui vous attendent déjà sur le site de l'ancienne école municipale. On est arrivé, ils étaient 10 et globalement ils nous ont survendu Tramail. C'était génial quoi. Ils étaient là, venez vous installer ici parce qu'en fait il y a ça, il y a tel bâtiment et puis si vous avez besoin, on est sûr que machin il va vendre. Bref. À la base, on cherchait vraiment juste des murs, et puis on s'est rendu compte en rencontrant l'équipe de Tramail qu'on cherchait des murs et aussi un accueil comme celui-ci. Et donc c'était vraiment une belle rencontre, quoi. Et on est très reconnaissant à cette commune de nous accueillir comme ça, quoi. C'est une vraie chance pour nous. Pour ce qui est des étudiants, des jeunes, on a aussi un accueil très chaleureux. Je pense qu'on répond vraiment à une aspiration qui grandit dans la jeunesse. On le voit bien en fait dans toutes les études d'opinion, dans toutes les enquêtes, qu'elles soient menées par des instituts de sondage, par des associations étudiantes, par qui que ce soit, que les étudiants, les jeunes en général, la jeune génération est beaucoup plus préoccupée par les enjeux écologiques et sociaux, est beaucoup plus radicale, est beaucoup plus pessimiste aussi. Et je pense qu'il y a une vraie demande d'un projet comme le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire retrouver du sens dans son activité au travail parce qu'on parle tout le temps de bullshit jobs, retrouver de l'utilité sociale dans son travail parce qu'on parle tout le temps de ce système qui détruit tout. Donc je pense qu'il y a une vraie demande par rapport à ça, et on était assez étonnés parce que autant on n'avait pas trop de doute que notre projet ferait mouche chez les jeunes qui avaient déjà commencé leurs études ou qui venaient de les finir. Ils sont aussi des gens qu'on a vocation à accueillir à l'Institut de Tramail. Et on se disait, bon, nous, notre étudiant idéal, il vient d'avoir le bac et après, il rentre chez nous, quoi. Et on ne s'attendait pas à ce que les premières années, que la première année en l'occurrence, on ait autant de sollicitations de la part de jeunes bacheliers. Ça, c'est pour les jeunes. Pour leurs parents, ça, c'est assez marrant parce que nous, on s'attendait pas aussi à avoir un succès aussi fou auprès des parents. On est presque plus populaire auprès des parents qu'auprès de leurs enfants, qui nous disent souvent la phrase qui revient, c'est oh là là, mais s'il y avait eu une école comme ça quand j'étais jeune, qu'est-ce que j'aimerais faire ça. Dans le monde de l'enseignement supérieur, on a également un excellent accueil. C'est marrant, il y a beaucoup de chercheurs en fait qui ont les mêmes questionnements que nos étudiants en fait, et c'est d'autant plus étonnant que c'est une situation professionnelle, sociale, symboliquement très très enviable. Et donc voilà, de la part du monde de l'enseignement supérieur, un excellent accueil aussi. Et je dirais de l'enseignement supérieur alternatif, pareil. En fait, on commence à cerner beaucoup d'alternatives qui ressemblent aux nôtres. Et moi, je suis toujours très content de voir que quand on découvre une initiative qui ressemble un peu à la nôtre, il y en a. Même si il y a toujours un point qui nous détache, que ce soit la ruralité, que ce soit le public qu'on vise, que ce soit etc. On est toujours dans une optique de coopération, de voir comment on peut ne pas se marcher sur les pieds, de voir comment on peut s'inspirer les uns des autres. Voilà, c'est vraiment sympa ça. J'aime beaucoup cette bonne ambiance. Et enfin, il y a un tout petit bémol, c'est parfois dans l'enseignement professionnel, dans les lycées pro agricoles, des gens qui de prime abord nous disent mais vous faites comme nous en fait, sauf que vous êtes privé. Et je comprends en fait leur message, même si je pense qu'ils se trompent complètement, dans le sens où le public qu'on vise est pas le même. Et surtout entre guillemets les ambitions qu'on a sont pas les mêmes, puisque nous on veut vraiment allier une formation universitaire avec des maîtres de conférences, avec des cours, des modules de sociologie vraiment lourds, avec des modules de droit vraiment lourds. Disons que l'optique est différente. Globalement, même dans l'éducation nationale, l'accueil est très très très, très chaleureux sur notre projet. Mais ce qui est très drôle, c'est que cette séparation entre l'intellectuel et le manuel, elle est tellement ancrée et elle est tellement puissante qu'il y a toujours un moment où, quand je suis dans un cadre professionnel à discuter du projet, ça switch.
L'interlocuteur dit mais votre projet il est absolument génial, c'est super, c'est vraiment super et tout. Par contre, on peut pas conseiller ça à nos élèves. Enfin, je peux vous conseiller un élève ou deux, mais c'est des profils atypiques qui sont en échec scolaire. Et justement, en fait, moi, je viens de lui expliquer pendant 1 heure que, nous, justement, on veut des gens qui sachent bien penser et bien œuvrer. Ça veut pas dire que parce qu'on n'est pas scolaire, on sait pas bien penser, pas du tout. Mais automatiquement, lui, il a fait ce lien-là dans sa tête et ça m'a. Et c'est arrivé plusieurs fois en fait, ce genre de switch où les gens disent mais c'est super, mais en fait, c'est quand même une séparation qui est très très ancrée quoi. Si on se parle je sais pas, même dans 1 an, imaginons que on se reparle dans 1 an et que vous me disiez, franchement, cette première année de l'Institut, c'est un vrai succès. Qu'est-ce qui vous ferait dire ça? Quels seraient les critères ou les éléments qui vous permettraient de dire que, en gros, vous avez réussi, quoi? C'est très simple, hein, ce serait aux étudiants eux-mêmes de répondre à cette question. Moi, j'ai un petit peu enseigné à des post-bac et donc il y a, disons de leur part, un vrai retour critique sur les enseignements qu'on leur donne. Et ça a d'autant plus de saveur quand ils vous disent bah ouais, franchement, à la fin on se tutoie parce qu'on n'a pas une très très grande différence d'âge. Et ils me disent franchement Valentin, c'était trop bien ton cours, j'ai appris plein de trucs, ça fait partie des cours qu'on a vraiment kiffé cette année. Voilà, moi avoir des retours comme ça de la part des étudiants à l'Institut, ce serait l'unique but et l'unique jauge, je dirais, de la réussite ou pas de cette première année. D'accord. Alors justement, votre histoire à vous, dans tout ça, quelle est-elle? Est-ce que vous venez vous-même du monde rural? D'où vient votre engagement? Donc vous n'êtes pas seul, hein, vous m'avez dit, vous êtes plusieurs. On est une équipe de 5 fondateurs. D'accord. Avec chacun nos histoires propres. Et la vôtre alors, Valentin? Et la mienne. Alors je ne suis pas du tout rural. Je suis même l'exact opposé, quoi. J'ai grandi dans Paris jusqu'à mes 18 ans dans un quartier qui s'appelle Barbès. J'ai quitté Paris à 18 ans pour aller faire mes études à Sciences Po Lyon. Quand je suis arrivé à Sciences Po, moi j'étais le premier truc dont j'ai entendu parler, c'est l'Égypte. L'Égypte, c'est là où tout se passe. C'est la révolution. On était en 2012 et donc c'était les premières retombées on se rendait compte à quel point ce qu'avait fait le peuple égyptien était incroyable, était fabuleux. Forcément, ça m'avait un peu parlé. Par ailleurs, je trouvais ces enjeux vraiment intéressants et de fil en aiguille, je me suis dit mais j'ai envie de travailler à comprendre ce monde-là en rentrant dans les services de renseignement. Et donc j'ai commencé mes études avec une spécialité monde arabe avec cet objectif-là en tête, quoi. Je suis arrivé au Caire pour une année de mobilité où je suis resté 1 an donc et j'ai fait un stage à l'ambassade de France en Égypte. Le Caire, c'est une mégalopole qui donne à voir quelque chose d'un peu effrayant dans le sens où écologiquement la situation est quand même plutôt compliquée, quoi. Il y a beaucoup de pollution, il y a des millions et des millions d'hommes et de femmes qui s'entassent dans une ville au milieu du désert. Enfin, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est démesuré dans cette ville et qui m'a un peu donné envie de fuir les villes, quoi. Voilà, là-dessus j'ai fait un autre stage après aussi en ambassade dans ma dernière année de master, également dans un pays arabe, en Tunisie. Et je me suis dit à l'issue de ça, en fait, là j'en peux plus, en fait, c'est insupportable. J'ai l'impression d'avoir rien appris, en fait, de savoir rien faire de mes 10 doigts. Je sais bien parler de sujets que je connais pas et je sais bien synthétiser des informations. Voilà, c'est quand même des qualités, hein, mais à l'époque, je me disais que c'était vraiment ça servait à rien, quoi. Que dans un monde plus juste et plus qui marche moins sur la tête, ce genre de qualité est importante, mais qu'elle suffit pas du tout, et je me sentais vraiment inutile, perdu, et bref. Je me suis dit, je vais prendre au moins 1 an et je vais faire du woofing, je vais chercher à vivre dans des écolieux, je vais essayer d'expérimenter d'autres formes d'engagement.
Et je suis tombé sur le hameau des Buis, donc un éco-village dans le sud de l'Ardèche, où je devais rester 1 mois, où je suis resté 2 ans. Ah oui. Et où la majeure partie du temps j'ai élevé des chèvres. Enfin, j'ai promené des chèvres pour être plus exact. J'ai fait un peu de construction, j'ai fait du maraîchage, j'ai fait un peu de boulangerie, et j'ai travaillé dans une école privée hors contrat qui était une école alternative aussi qui était sur le lieu. Pas toujours avec des résultats heureux d'ailleurs, mais c'était une expérience qui était follement enrichissante. C'était absolument génial quoi d'être là-bas. Je suis revenu à Lyon parce que quelque part il y a une boucle qui s'achevait dans ce lieu-là, et donc voilà, je me suis dit que c'était le moment de faire mes balises et de repartir ailleurs. Et donc je suis rentré en tant que service civique au début dans cette association qui s'appelle Arc-en-Ciel France, qui m'avait formé pour mon master en fait, qui avait la gestion du master que j'avais fait, et qui cherchait un service civique pour développer des nouvelles offres de cours qu'ils allaient donner dans des écoles de post-bac de la région lyonnaise. Et donc, à la demande de ces écoles-là, moi j'ai écrit un cours sur l'économie sociale et solidaire, l'histoire de l'économie sociale et solidaire, les principes, les questionnements, tout ça. Et donc j'ai donné ce cours, et ça c'était vraiment une révélation quoi. J'ai adoré enseigner. Et l'Institut de Tramail, c'est un projet du coup sur lequel il y a essentiellement des salariés ou des administrateurs de Arc-en-Ciel France qui travaillent. D'accord. C'est une association à part entière, mais qui était fondée par des membres d'Arc-en-Ciel. Et moi, je me sens comme un poisson dans l'eau dans ce projet, parce que quand je raccroche ça à mes expériences passées, notamment cette vie dans un éco-village, et ben en fait les 3 piliers je les voyais vraiment quoi, et je les voyais vraiment déséquilibrés en fait chez les gens. Je voyais ceux très intelligents mais qui savaient rien faire de leurs 10 doigts, n'avaient jamais touché de près ou de loin à une visseuse, enfin bref, des trucs tout bêtes hein. Des gens qui étaient d'excellents artisans qui brouillaient les pistes entre l'artisanat et l'art quoi, et qui pour autant avaient des analyses sur le monde hyper superficielles, qui n'avaient pas conscience des rapports de force qui se jouaient autour d'eux, qui étaient mal informés, qui n'avaient pas de distance critique par rapport à ce qu'on leur racontait, et je trouvais ça vraiment dommage quoi. Et puis à côté de ça, enfin, il y a des gens qui savaient pas gérer une activité économique en fait, et qui se posaient jamais la question de est-ce que c'est faisable, est-ce que je peux manger avec cette activité quoi. Et c'est quoi mes besoins et combien je dois me dégager pour y répondre. Et donc ces 3 éléments là en fait c'est ce qui fait je pense l'utilité sociale maximale de quelqu'un qui vit une expérience en éco-village par exemple, mais en fait c'est valable évidemment en dehors des éco-villages. C'est pas du tout la question de former que des habitants qui vont vivre dans des éco-villages, mais moi ça me parle par rapport à ça quoi, en tout cas. D'accord. Et donc vous du coup le fait d'avoir à travers vos expériences touché ces 3 piliers du doigt, j'allais dire, ou de la main, enfin en tout cas d'avoir vécu ça et de vous sentir, vous le dites pas comme ça, mais je le comprends, que vous vous sentez équilibré du coup entre ces 3 piliers vous-même, c'est comme ça que je l'interprète en tout cas. Le fait d'être dans cette posture-là, ça vous fait ressentir quoi en fait? Qu'est-ce que ça vous donne comme pouvoir, j'allais dire? Alors déjà, je pourrais pas du tout dire que je suis équilibré, hein, parce que en tout cas, vous l'êtes plus avec vos expériences dans l'éco-village, etc., qu'à votre sortie de Sciences Po, c'est ce que je comprends. Ah oui, beaucoup plus qu'à ma sortie de Sciences Po, c'est sûr. Mais en fait, enfin bon, là, j'ai Sciences Po, j'en suis sorti à 23 ans, et globalement, c'est 23 ans d'apprentissage quasi exclusivement basé sur l'intellect, et très peu sur la maîtrise d'un savoir-faire. Qui est venu du coup sur ces 2 années après sur le tas quoi. Mais en fait moi je le vois chez certaines personnes, et notamment des gens qui créent des projets un peu engagés sur on a l'exemple à côté de chez nous, quelqu'un avec qui on travaille beaucoup qui s'appelle Jacques, qui a créé un projet qui s'appelle Biodiversité, qui donc cultive une parcelle en agriculture bio-intensive, donc avec du maraîchage sur sol vivant, en employant des personnes en situation d'insertion,
D'accord. Donc il mélange un petit peu toutes ces réflexions sur l'état du monde, sur comment répondre aux enjeux qu'on connaît, et une visée de viabilité financière avec un métier manuel. Et ça, c'est quelque chose qui nous parle pas mal. En tout cas, c'est vers ce genre de profil qu'on a envie de tendre, des gens qui effectivement puissent inventer ou réinventer des manières nouvelles de produire. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'Institut de Tramail ? Eh ben, on peut lui souhaiter de bien réussir sa première rentrée déjà. Et puis on peut lui souhaiter nous, dans nos rêves les plus fous, de faire des petits et de se multiplier un peu partout. Un jour, on a un mec qui est venu nous voir pour nous dire, alors qu'on n'avait même pas trouvé de lieu encore. Il a dit, mais votre truc c'est trop bien, il faut en mettre partout. Et je veux ouvrir une version de l'Institut de la ruralité chez moi dans les Cévennes. Et donc ça nous a fait beaucoup rire que le mec veuille essaimer notre projet alors qu'on n'avait pas commencé, quoi. Mais on peut souhaiter plein de trucs. On peut souhaiter que les étudiants à la fin de leur 3e année aient développé des projets à Tramail et que en fait du coup ils restent à Tramail pour les gérer. On peut souhaiter que ça fasse un petit tilt dans l'esprit des pouvoirs publics sur la nécessité de casser un peu cette frontière entre ceux qui font et ceux qui pensent. Je pense qu'on est vraiment porteur de réponses à quelque part des questions que beaucoup se posent, quoi. En tout cas, vous essayez quelque chose qui n'a jamais été fait, et rien que ça, ça mérite qu'on en parle, quoi. Voilà. Merci Valentin. Merci encore à vous, Amélie. C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Si vous voulez réagir à cet épisode, témoignez vous-même au micro de Laisse Béton ou me suggérer des invités, écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr. Laisse Béton est également présent sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou Deezer. Décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous, c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. À très bientôt.